merci à tous. Bon, je suis le dernier talk de cette journée. J'espère que vous n'êtes pas trop endormis. De toute façon, il y a le bar après. Exactement. Donc, je suis ici pour vous parler des composants serveurs Nuxt. J'imagine que vous avez déjà entendu parler des composants serveurs de React et des Astro Island. Bon, ça va être un talk. Bon, normalement, il est adapté pour tout le monde. Même si vous ne connaissez pas Nuxt, c'est pas grave. Vous devriez pouvoir comprendre. J'espère que mon télécommande il fonctionne. Oui. Je vais me présenter avant. Donc, je m'appelle Julien. Alors, je fais partie de la génération des devs qui sont sortis durant le Covid. Quelqu'un a commencé durant le Covid à dev? Ah si, il y en a quelques-uns. Ah, c'est pas mal. C'est bien. Je suis actuellement dev front chez Litchi, donc la boîte de cagnotte en ligne, et je suis membre de l'équipe core de Nuxt depuis un peu plus d'1 an. Avant cela, j'étais dans l'écosystème de Nuxt. Je suis actuellement mainteneur du core de Nuxt, du module NuxtScript, qui a été créé en collaboration avec l'équipe Poroa de Google Chrome, qui n'existe plus malheureusement. Et je suis toujours créateur et mainteneur des modules OpenTelemetry pour Nitro et Application Insights pour Nitro et Nuxt. Puis c'est là où vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et sur GitHub. Alors ça, c'est mes passe-temps. Donc la musique. Peut-être comme beaucoup d'entre vous, les jeux vidéo? Non, pas beaucoup? Ah, voilà. Les mangas et les animés? Ouais. Et évidemment, l'open source. Bon, j'essaye de gérer mon temps, mais on peut faire les deux en même temps, merci à Alt-Tab sur Windows. Bon, du coup, ça met un gros coup sur mon poignet et mes doigts. Bon, assez parlé de moi. Sortez pas vos téléphones. On a eu un petit souci. Donc ici, normalement, j'utilise SlideDev actuellement pour faire mes présentations, qui a été créé par Anthony Fu, qui est un sorcier de l'open source. Donc normalement, j'étais lié en WebSocket sur un serveur, mais de un, on a une très mauvaise connexion ici dans la salle. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et de deux, j'ai oublié un truc important, upgrade mon plan sur Cloudflare. Donc, qui a déjà utilisé Nuxt ou Vue? Nuxt. Ah, c'est pas mal, je ne m'attendais pas à autant. Vue? Et aucun des deux? C'est pas grave, vous allez pouvoir quand même comprendre ce que je vais présenter. Alors, Nuxt.js, qu'est-ce que c'est? C'est un méta-framework autour de l'écosystème Vue.js, enfin autour littéralement de Vue.js et de Nitro.js. C'est-à-dire que c'est un framework autour d'un framework. Il englobe un peu plus que Vue.js. Il permet d'effectuer de créer un serveur pour faire du rendu serveur d'application Vue.js, mais également de générer une application Vue.js en mode statique. La prise en main, pour ceux qui ont déjà essayé, j'imagine que c'est assez simple. Si vous connaissez déjà Vue.js, on se concentre de toute manière sur l'expérience développeur, parce que chez Nuxt, on croit tout simplement que si on améliore l'expérience développeur, eh bien, on va forcément améliorer l'expérience utilisateur finale, donc ceux qui vont recevoir votre application Vue. Ça, c'est l'historique des différentes versions de Nuxt. On a eu la V1 en 2016, la V2 en 2018, la V3 en 2022, et normalement, la V4 sera prévue cette année. Alors là, on a eu quelques années qui sont passées, alors que Vue 3 était sorti alors si j'ai bon souvenir, en 2020. On a eu plusieurs problèmes, en fait. De un, on a eu le passage de Vue 2 à Vue 3 où tout a cassé. Il y en a qui rigolent, mais c'est vrai. Je pense que vous avez des mauvais souvenirs de ça. Pendant la réécriture, on a eu le passage de Webpack à Vite. Donc on s'est dit, bon, on va rendre Nuxt compatible avec Vite. Et en même temps, on a eu aussi le boom du serverless. Donc on s'est dit, bon, on va réécrire le serveur. Au final, c'est devenu Nitro.js. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrit beaucoup de code JavaScript. On a créé des micro-packages. On a carrément créé un nouveau framework serveur qui est maintenant lead par Pouya Parsa, l'ancien lead dev de Nuxt, qui permet en fait de run du JavaScript dans plusieurs environnements. Donc, en gros, vous écrivez un code et ça marche. Donc c'est devenu Nitro.js, et Nitro.js, il vous permet par exemple de déployer, en fait vous écrivez votre code
peu importe ce que vous faites, vous l'écrivez. Vous allez avoir une petite ligne de configuration qui s'appelle preset, et vous pouvez le modifier, par exemple, pour Cloudflare, AWS, Node, etc. Donc en fait, Nitro, il supporte des presets, et lorsqu'il va build, il va adapter le code final pour qu'il soit compatible avec ces différents environnements. Alors, là, j'ai pas Internet. Donc en fait, je vais quand même faire un retour en arrière parce que c'est un peu moche. Donc Nuxt, c'est un framework qui est communautaire. On n'est pas backé par une boîte. C'est-à-dire qu'on a bien Nuxt Lab qui vient nous soutenir, enfin certains des membres core financièrement, mais Nuxt Lab n'intervient pas dans les décisions du framework. C'est vraiment, les décisions sont faites au sein de la core team et les propositions sont faites par les issues sur le repo de Nuxt. Bon, on va quand même ajouter un petit truc. Et ça, c'est le nombre de contributeurs aujourd'hui qu'on a avec tous les modules communautaires officiels et les modules, on va dire officiels et le repo core. Donc on espère, on espère accueillir toujours plus de contributeurs parce que c'est comme ça que le framework peut vivre. Parce que c'est la communauté qui va représenter le framework. Donc on va pouvoir enfin commencer le talk. Un petit récap. Alors, moi j'étais super jeune, mais je me souviens genre des sites web type Skyblog, etc. Vous vous souvenez, c'est juste un serveur, on vous balance du HTML. Bon, si vous voulez de l'interactivité ou des choses comme ça, on mettait des morceaux de JavaScript dedans. C'était la bonne époque. On a eu ensuite les années 2010, après les années 2010, jusqu'à 2015, je dirais, on a eu l'arrivée des SPA. Bon, là, c'était vraiment le boom, c'est-à-dire qu'on a eu Angular, on a eu Vue, on a eu React, j'appelle toujours ça un framework. Qui appelle ça une librairie? Ah oui, il y en a quand même certains. Bon, on va considérer React quand même comme un framework. Et à ce moment-là, on a. Alors, ce qu'ils ont apporté déjà, c'est des sites super interactifs et ils ont grandement amélioré l'expérience utilisateur. Et donc, aujourd'hui, alors ça, c'est une petite iframe, mais je ne l'ai peut-être pas mis assez grand. Mais ça, c'est le dernier des frameworks JavaScript, c'était il y a 63 jours. C'est-à-dire qu'on en a encore aujourd'hui. Et il s'appelle Mizu.js. Donc vraiment, les SPA, c'était super. On avait vraiment des sites qui faisaient des trucs de fou. Par contre, ils avaient quand même quelques faiblesses que les méta-frameworks sont venus combler. Au début, c'était principalement à cause des Googlebots, enfin des crawlers, et des bots type Google pour l'indexation. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais ils n'étaient pas trop capables, parce qu'en fait, les SPA, le principe, c'est que vous receviez une page vide, et c'était le JavaScript qui allait créer toute votre page. Donc, au départ, les méta-frameworks étaient là pour combler ce problème-là, c'est-à-dire qu'on allait faire le rendu de votre SPA, soit côté serveur, soit on le générait complètement de manière statique. Et de plus en plus aujourd'hui de méta-frameworks, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avoir un côté, on va dire, beaucoup plus full stack. Donc beaucoup vont intégrer de la gestion DB, ils vont plus uniquement faire du rendu. Et donc parmi ces méta-frameworks, on a plusieurs types. Nuxt, il fait partie des méta-frameworks à hydratation. Donc c'était Mathieu qui avait fait la presse sur Astro ce matin. Je pense que vous avez plus ou moins saisi le concept. C'est-à-dire que, en fait, côté serveur, vous avez votre application qui rend le HTML de votre application, le HTML qui sera renvoyé au client. Et ensuite, côté client, le navigateur reçoit le HTML, il va le parser. À ce moment-là, bon, vous voyez, là, il y a le rouge et le gris. En fait, votre navigateur, le contenu sur la page n'est pas interactif. Il va charger le JavaScript, il va l'exécuter.
Par exemple, dans le cadre de Vue, on va créer l'application Vue. Vue va ensuite effectuer le rendu de l'application. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va juste comparer les différents nœuds du DOM avec ce que lui, il a rendu, ce qu'il a créé dans son DOM virtuel. Et ensuite, il va faire la différence, voir s'il y a une diff, déjà pour savoir s'il y a un problème. S'il n'y a pas de problème, il va ajouter les différents écouteurs d'événements pour que la page soit interactive. Donc ça, c'était vraiment les MetaFramework à hydratation. On a eu d'autres concepts super intéressants. Donc avec la presse de AstroJS ce matin, c'est l'architecture en îlot. AstroJS, ce qu'ils apportent, déjà, ce n'est pas des SPA, c'est des MPA. C'est-à-dire que vous allez avoir votre application sur plusieurs pages, vous n'allez pas avoir de routage, et ce qui va être envoyé, ce sont des pages non interactives. Donc, sauf qu'à l'intérieur, par exemple sur un carrousel, dans la très grande majorité des cas, il va falloir quand même un petit peu de JS. Et donc, Astro, il va être capable d'importer le composant uniquement pour le carrousel ou pour le header et les rendre interactifs une fois dans le navigateur. On a également un autre concept. Bon, c'est pas grave. Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave, je vais vous expliquer. Est-ce qu'on a des utilisateurs de Next.js ici? On en a quelques-uns. Je pensais qu'on en aurait plus, mais du coup, est-ce que vous vous écrivez des React Server Components? J'imagine que oui. En fait, Next.js, je crois que c'est à partir de la version... Alors, j'ai plus la version exacte, je crois que c'est 12. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont forcé la main, pas forcé la main, ils ont mis de manière par défaut tous les composants React que vous allez écrire en mode serveur. Et Next.js, lorsqu'il va faire le rendu de la page, ce qu'il va injecter également, c'est ce genre de choses. Donc c'est ce qu'on appelle une AST. En fait, c'est la représentation abstraite du DOM virtuel de React. Donc ici, on a un server component de React. Donc vous voyez, c'est juste un composant. Il a accès à la DB, donc à des choses qui sont normalement accessibles que côté serveur, pas côté client. Et on va avoir un composant qui s'appelle Expandable, c'est juste un collapsible, donc un accordéon. Le problème, c'est que ici, l'accordéon, vous allez forcément le vouloir ici. Donc l'accordéon, vous allez forcément le vouloir charger côté client pour avoir le listener, le on-click. Et bien chez React, la seule manière de déclarer un composant comme étant aussi chargé que client, c'est d'ajouter une petite magic string ici, useClient. Donc ça, c'était les RSC chez Next. Je crois que normalement, Remix passe dessus également. S'ils ne sont pas déjà passés dessus, ils passeront très prochainement là-dessus. Chez Next, nous, on a quelque chose qui fait un mix des deux. Ça, c'est une application Vue.js. Admettons, c'est une application Vue.js. Tout ce qui est vert, c'est tout ce qui est interactif. C'est-à-dire que, en fait, vous allez avoir votre application. Ensuite, vous allez avoir des composants. Donc, chacun de ces composants auront besoin de JavaScript pour, de un, avoir le rendu, mais de deux, également avoir tous les écouteurs d'événements. Et bien, Linux Islands, ça permet justement d'avoir du contenu uniquement statique. Par exemple, sur le contenu principal, si c'est juste du texte, c'est possible de ne pas charger JS pour ça. Et pareil pour le footer. Donc c'est une manière d'avoir, c'est un peu l'inverse des Astro Island, dans le sens où Astro, vous allez avoir une page non interactive avec un petit peu d'interactivité à l'intérieur. Les Linux Island, ils vont permettre d'avoir dans une page interactive du statique, de la non-interactivité. Pour ceux qui se posent la question de comment utiliser un island, alors, chez Next, c'est un MetaFramework, donc on a des conventions qui sont là. Normalement, on a un dossier component ici. Oh, il marche, super. Donc on a un dossier component, un dossier island. Si jamais vous voulez un island, vous mettez simplement votre composant Vue.js à l'intérieur. Si vous avez besoin d'un server component,
vous ajoutez le suffixe .serveur.ts, .serveur.vue plutôt. Oups. Et donc pour les appeler, c'est assez simple. Pour Nux Island, c'est avec le composant Nux Island, vous ajoutez le nom. Et pour les server components, vous l'utilisez comme n'importe quel composant. Bon, je viens de parler d'Island. Le titre du talk, c'est tout sur les server components avec Nuxt. Je vais vous expliquer vite fait la différence. Il n'y en a pas beaucoup. Les Nux Island, c'est le composant qui est utilisé pour faire du rendu de composants serveur Nuxt. C'est appelé avec le composant qui s'appelle Nux Island et c'est complètement configurable. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs props, il y a plusieurs événements qui peuvent être trigger avec ce composant. Et voilà comment vous l'appelez. Donc Nux Island, vous avez un nom. Si jamais vous avez des props à passer, il y a une props qui s'appelle littéralement props. Et les server components, c'est juste un wrapper autour de Nux Island. En fait, ce que vous allez appeler ici, c'est un Nux Island où on va passer... Alors, normalement, on ne devrait pas y avoir... Ouais. Donc ici, vous avez vu qu'il y avait une props name. En fait, elle va juste se retrouver en attribut. Elle va passer en props normalement, comme n'importe quel autre composant vue. L'avantage des server components, en fait, du coup, c'est un simple wrapper. Et tout est typé. Dans le sens où ici, on ne va pas être capable de savoir quel props accepte article content. Ici, normalement, TypeScript va vous dire qu'il accepte article content, doit avoir une props qui s'appelle name, qui correspond peut-être à une string. Alors, comment ça marche? On a deux choses, juste un endpoint et un composant. Donc l'endpoint sur votre serveur Nux, il commence par double underscore Nux underscore Island. Il va s'occuper de créer une application vue et il va renvoyer donc une réponse qui va satisfaire cette interface. Ce qui est implicite, c'est que si jamais, en fait, vu qu'il crée une application vue, cette application, en fait, votre composant est complètement isolé de votre application principale. Il n'a pas accès à tout ce qui est injecté. La seule manière de passer du contexte à votre composant serveur ou à votre island, c'est à travers les props. Et vous avez donc le composant Nux Island qui va recevoir la props name et qui va simplement appeler l'endpoint. Et à chaque réponse, Nux Island va effectuer le rendu du contenu en statique. C'est-à-dire que ici, alors je ne sais pas si c'est assez gros ici, non, c'est trop petit. C'est-à-dire que côté navigateur, Nux Island, il fait un appel API, donc en GET. Ça veut dire également que tous les appels de vos islands, ils vont pouvoir être mis en cache par le navigateur. Il récupère la réponse, il le met en cache également au sein de votre application, et ensuite il effectue le rendu. Donc le rendu en nœud statique. Alors je vais vous expliquer rapidement, c'est que en fait, Vue, il fonctionne sur le principe du vnode. Pour l'instant, c'est-à-dire que chaque div, c'est un peu comme chez React, chaque div va représenter un objet. Lorsqu'on fait le rendu d'un composant, chaque div, chaque composant va correspondre à un objet qui doit correspondre à quelque chose dans le DOM. Et donc, ça peut être un exemple de ce qui est du DOM virtuel de Vue. Vous allez pouvoir avoir par exemple une div ici, ensuite d'autres divs qui sont en tant qu'enfants, et ensuite une string hello Lyon.js. Et bien Nux Island, ce qu'il va faire, c'est tout simplement, on va avoir un nœud de type Nux Island, et ce qu'il va avoir en enfant, c'est juste un nœud statique, et le contenu directement en string, et on va effectuer le rendu statique. Vous suivez toujours? Vous êtes toujours avec moi? Donc on a quand même quelques avantages des islands sur Nuxt. De un, comme chez React, on a et Astro d'ailleurs, on a une exécution uniquement côté serveur, c'est-à-dire que vous avez accès
par exemple ici à des clés privées qui sont côté serveur. Vous avez par exemple des accès à une DB, ou vous êtes par exemple sûr d'avoir accès au contexte serveur, enfin de la requête de l'application vue qui est en train d'être rendue. Et de deux, il n'y a pas de JavaScript qui est envoyé au navigateur. C'est-à-dire que, en fait, si vous avez des composants vus ici, on va devoir charger un chunk JavaScript pour pouvoir effectuer le rendu. Par contre, ceux-là en noir, il n'y aura pas de chunk JavaScript importé. Alors par contre, alors, je vais faire un retour en arrière. Ouais. Il n'y aura pas de JavaScript importé, mais par contre, ça veut dire qu'à chaque fois, vous allez devoir refaire une requête si jamais les props s'y changent et que le composant n'est pas mis en cache. On a des sous-features dans les Linux Island. Quelque chose qui n'était pas possible jusqu'à Nuxt 3.4, je crois. C'était le rendu statique, donc le rendu d'un Linux Island, mais d'avoir les slots qui fonctionnent avec. Par défaut, lorsque vous avez créé votre application vue, en fait, on a une valeur par défaut pour la feature des islands. C'est Experimental Component Islands qui est mis à auto. Donc ça, c'est la valeur par défaut de la feature des Linux Island. Pour ceux qui s'inquiètent, expérimental, ça ne veut pas dire que la feature n'est pas stable, c'est juste pour dire que l'API interne ou externe d'une feature peut changer, peut être amenée à changer dans le futur. Donc, les slots, ça veut dire que vous allez pouvoir avoir un Linux Island ici et passer une slot comme sur React ou sur Astro ou sur Svelte, un lien par exemple vers l'ID de la note ici. Et ce lien, il peut fonctionner, il peut être interactif, dans le sens où si le composant qui appelle l'island est interactif, ce lien le sera également parce que c'est le composant interactif qui va passer ce slot à l'island. On a une autre feature, bon, je ne suis pas trop fan de ça, mais on a les remote islands. À voir si des personnes vont l'utiliser ou pas. Mais c'est la possibilité d'avoir un island depuis un autre serveur Nuxt ou en WordPress, tant qu'ils satisfont, tant qu'en TypeScript, il envoie une réponse qui satisfait les Nuxt Island Response, l'interface que je vous avais montré tout à l'heure. Donc ça, c'est stable. Il faut juste activer ce booléen dans votre configuration. Ensuite, on a une feature qui ressemble un petit peu à Astro, du coup, là, c'est le fait de pouvoir charger des composants à l'intérieur des islands. C'est-à-dire que vous allez avoir votre application vue qui est interactive, un island qui fait du rendu statique, et ensuite à l'intérieur, également avoir un autre composant. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ça, le client de .load de ce matin? Ça, c'est comme sur Astro. Sur Nuxt, ça va être ça. Ça va être Nuxt-client. Alors, on n'a pas encore poussé la feature jusqu'au bout comme sur Astro où on va pouvoir le charger suivant plusieurs conditions, mais la feature est déjà là. Ça, c'est sûrement ce qui est le plus intéressant, c'est le fait d'avoir une page complète qui soit non interactive. C'est-à-dire que vous allez pouvoir garder votre application vue, avoir une page non interactive, par contre, garder tout ce qui est lié à votre instance vue, c'est-à-dire le routeur, tout ce qui est injection, le layout qui reste interactif. Par contre, si votre page, par exemple, s'occupe uniquement de faire le rendu de par exemple, le contenu d'un CMS, qui n'est pas interactif, eh bien, vous pouvez le mettre en island. Pour avoir ça, il faut juste rajouter, encore une fois, le suffixe .server.vue à votre page.
J'ai été très vite. Je sais pas, en fait, j'ai pas le compteur, j'ai pas le, j'ai pas le minter, j'ai oublié de le déclencher. Donc on arrive sur la fin. La question c'est est-ce que ça va être le futur? De 1, est-ce que ça va être le futur de Nuxt? Et de 2, bon, les islands, est-ce que ce sera le futur? Tout court. Est-ce que, je vais vous poser une question à tous, est-ce que vous avez déjà vu sur YouTube, LinkedIn, des vidéos de personnes qui sont hyper hype sur des features? Je suis sûr que oui. Avec en thumbnails, telle techno va éclater telle autre techno. À chaque fois que je vois ce genre de truc, ça c'est ma tête. Bon, alors, sauf pour le cas de Gatsby apparemment, comme on l'a vu ce matin sur le State of JS. La réponse c'est toujours non. D'ailleurs, je suis sûr que vous avez entendu dire PHP est mort. Non, il n'est pas mort. Laravel est toujours là. Et Laravel fait un travail monstrueux sur l'expérience développeur. Mais lorsqu'on vous dit ce genre de choses, essayez de toujours prendre un peu de recul et d'avoir un esprit critique. C'est super facile de se dire on va appliquer telle ou telle feature partout. Mais en général, une techno est là pour corriger un problème ou plusieurs problèmes. Mais il va y avoir également d'autres... je n'ai pas le mot en français. Mais il va avoir d'autres soucis, en tout cas. Donc non, les Nux Islands ne sont pas là. Déjà, ce n'est pas le futur de Nux. Il ne sera pas activé par défaut pour tous les composants et toutes les pages, pour la simple et bonne raison qu'on ne souhaite pas faire la même chose que Next.js. C'est-à-dire qu'on ne veut pas casser l'expérience développeur de tous nos devs. On l'a connu sur Nuxt 2 à Nuxt 3. Je sais que certains font la migration ici, que c'était très compliqué. D'ailleurs, c'est pour cette raison que la V4, c'est équipement des changements de défaut. Mais non, les Nux Island, ils seront jamais mis par défaut sur les pages et les composants. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions ou pas. En tout cas, je suis ravi d'être ici et de voir autant de monde.